Chaque année, des milliers de personnes disparaissent dans des circonstances étranges partout sur la planète. Et les téléphones portables, GPS et caméras n'y changent rien. Voici 5 disparitions mystérieuses avec des images de vidéosurveillance. Première affaire. Agnese Clavina. Nous sommes le samedi 6 septembre 2014, à Marbella, une station balnéaire dans le sud de l'Espagne. Ce soir-là, Agnese Clavina, une belle lettonne de 30 ans qui vit à Londres et travaille l'été comme serveuse en Espagne, sort faire la fête dans une discothèque branchée du coin. Située dans le Saint-Tropez local, l'endroit accueille des célébrités et des gens fortunés. Mais le lendemain et les jours qui suivent, Agnese ne donne plus de ses nouvelles. Le 11 septembre 2014, Michael Millis, le petit ami anglais d'Agnese, qui n'était pas sur place au moment des faits, signale sa disparition à la police espagnole. Les autorités de Marbella entament alors des recherches. Les policiers visionnent les bandes de vidéosurveillance enregistrées à la sortie de la discothèque le soir de la disparition. Et ce qu'ils découvrent est angoissant. À 6h du matin, on voit Agnese en train de discuter avec un homme à la sortie du club. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce dernier paraît insister pour qu'elle le suive. Agnese n'a pas l'air consentante, mais le type insiste. Il la prend par le poignet. Il essaie de l'entraîner vers sa voiture. Au bout d'une minute, l'homme parvient à ses fins. Agnese le suit et monte dans son véhicule Mercedes. Un autre homme est présent à bord. Ce sont les toutes dernières images d'Agnese. C'est très perturbant quand on sait que la jeune femme s'est évaporée dans la nature juste après être montée dans cette voiture. Mais le plus choquant va suivre. Les deux individus vus sur la vidéo sont vite identifiés par la police comme étant deux Britanniques nommés Wesley Caper et Craig Porter. Caper, le propriétaire de la Mercedes, est le fils d'un promoteur immobilier multimillionnaire. Porter est juste un ami à lui. Questionné par la police, Caper affirme qu'Agnese était consentante à le suivre et qu'après avoir quitté la discothèque, lui et Porter ont déposé Agnese près de l'appartement où elle séjournait. Seulement, la police espagnole a beau fouiller la ville avec des chiens renifleurs, la jeune femme reste introuvable. La famille Clavina, notamment sa sœur, prend un avocat qui soupçonne Caper et Porter d'avoir kidnappé et tué Agnese avant de se débarrasser de son corps en mer. En effet, un bateau appartenant à la famille de Caper a quitté un port proche de Marbella peu de temps après la disparition d'Agnese. Et les autorités ont trouvé des images de vidéosurveillance montrant 3 hommes non identifiés traînant une grande valise à bord du navire. Les experts de la police scientifique espagnole vont faire des prélèvements sur le bateau, mais on ne trouvera aucune trace ADN appartenant à Agnese. Vu le faisceau d'indices importants pesant contre eux, Caper et Porter sont inculpés pour le kidnapping d'Agnese. Caper risque une peine de 16 ans d'emprisonnement. Le procès a lieu en mars 2019, 5 ans après les faits. Et aussi incroyable et choquant que cela puisse paraître, Caper et son ami sont acquittés. Pour le juge, Caper n'a pas forcé Agnese à le suivre et il est encore moins responsable de sa disparition. Caper et Porter, son complice, écopent juste d'une légère peine pour avoir fait boire la jeune femme avant de sortir de la discothèque. Ils ont fait appel de la décision. En ce qui concerne un éventuel crime, on n'a pas retrouvé l'ADN d'Agnese, que ce soit dans la Mercedes de Caper ou dans le bateau de sa famille. L'avocat de la famille Clavina estime que, vu que la disparition d'Agnese n'a été signalée que 5 jours après les faits, les éventuelles preuves auraient pu être détruites. Pour les proches d'Agnese et notamment sa sœur, c'est terrible. Gunta avait enregistré une vidéo poignante dans laquelle elle suppliait les gens de donner des informations sur la disparition de sa sœur. Cette vidéo est bouleversante. Pour l'avocat de la famille Clavina, le corps d'Agnese repose probablement au fond de l'eau au large de l'Espagne. Oui, mais où ?
Espérons de tout cœur que justice sera un jour faite à Agnese Clavina. Deuxième affaire, Emma Filipov. Nous sommes le 20 novembre 2012 à Victoria, une petite ville dans la province de Colombie-Britannique, au Canada. Emma Filipov est une Canadienne de 27 ans. C'est une jeune femme libre et indépendante. L'esprit créatif, elle est très sensible et adore la nature. Le 20 novembre 2012, Emma est filmée dans une auberge de jeunesse YMCA de Victoria. Son comportement est bizarre. On la voit entrer et sortir plusieurs fois de l'établissement. Elle a l'air de regarder nerveusement à l'extérieur, comme si elle attendait ou se cachait de quelqu'un. 8 jours plus tard, le 28 novembre 2012, Emma est filmée à 17h54 par une caméra de vidéosurveillance dans un magasin 7-Eleven de Victoria, où elle achète un téléphone portable prépayé. Son attitude est encore étrange. Tendue, elle observe par la fenêtre du magasin et semble hésiter à ressortir. Comme si elle avait peur d'être suivie par quelqu'un. À 18h10, un quart d'heure plus tard, Emma fait signe à un taxi et demande à être conduite à l'aéroport international de Victoria. On ne sait pas exactement où Emma compte aller. Peut-être rentrer dans sa famille à Ottawa ou ailleurs, à l'étranger, car elle avait plusieurs projets en cours. Mais Emma change d'avis au dernier moment. Elle dit au chauffeur que le tarif de $60 est trop cher alors qu'elle avait plusieurs milliers de dollars sur son compte en banque. Le chauffeur la trouve anxieuse et paranoïaque. À 19h17, Emma est vue marchant pieds nus, ses chaussures à la main près de l'hôtel Empress, dans le centre de Victoria. 2 policiers vont lui parler, mais Emma ne veut pas leur répondre. Au bout de 30 minutes, elle leur donne enfin son nom et leur dit qu'elle doit retrouver un ami. Même si elle juge son comportement bizarre, la police considère qu'Emma n'est pas une menace pour elle-même ou pour les autres, et elle laisse repartir la jeune femme vers 20h. On ne reverra plus jamais Emma Filipov. 3 heures passent, et à 23h, Shelly, la mère d'Emma, arrive à Victoria pour retrouver sa fille. Mais c'est trop tard. Elle signale sa disparition à la police qui démarre une enquête. Apparemment, Emma avait prévu de quitter Victoria, mais rien ne prouve qu'elle l'ait fait. Son véhicule Mazda MPV rouge de 1993 a été retrouvé sur le parking de l'hôtel Château Victoria avec presque toutes ses affaires à l'intérieur, notamment son passeport. Le téléphone portable qu'avait acheté Emma ce jour-là n'a jamais été activé. Et sa carte bancaire a été découverte au bord d'une route à Victoria. Depuis 2012, la police a étudié plus de 200 pistes qui n'ont mené nulle part. Une récompense de $25 000 est promise à toute personne apportant une information utile à l'enquête concernant Emma. Par la suite, les mois passent et Emma ne donne plus aucun signe de vie. En mai 2014, un rebondissement survient. Un homme entre dans un magasin de vêtements de Vancouver et froisse une affichette relative à la disparition d'Emma. L'individu est filmé par une caméra de vidéosurveillance. L'inconnu a une attitude surprenante. Il a l'air agité et il dit en parlant d'Emma : « Elle n'a pas disparu. C'est ma petite amie et elle s'est enfuie parce qu'elle déteste ses parents. » Les gérants de la boutique appellent immédiatement la police. Mais c'est trop tard. L'individu est parti. Vêtu d'une chemise verte et les bras couverts de tatouages, l'individu n'a jamais été identifié par la police. Alors, que penser ? Emma Filipov s'est-elle enfuie volontairement ? On sait qu'elle voulait quitter Victoria à cette période. Se serait-elle suicidée ? Ou aurait-elle été victime d'un homicide ? Le mystère continue de planer encore sur cette affaire aujourd'hui. Troisième affaire, Trevor Dilly. Nous sommes en décembre 2000 à Dublin, la capitale de l'Irlande. Trevor Dilly est un jeune Irlandais de 22 ans. Il travaille dans le service informatique de la Bank of Ireland. Le jeune homme est décrit comme sérieux et sympathique. Le jeudi 7 décembre au soir, Trevor participe à une fête de Noël organisée par son travail. Après le repas,
Trevor va danser avec des collègues dans une boîte de nuit nommée Buck Wally's. Cette boîte est située dans le centre de Dublin. Apparemment, tout le monde passe une bonne soirée. À 3h25 du matin, Trevor quitte la boîte de nuit. Ce soir-là, il fait mauvais temps à Dublin. Il pleut et il y a du vent. De plus, les taxis sont en grève. Trevor est donc obligé de rentrer à pied chez lui. Le vendredi 8 décembre 2000 au matin, Trevor ne se présente pas au travail. Son supérieur hiérarchique pense qu'il n'a pas pu venir, trop fatigué par sa soirée arrosée de la veille. Mais le lundi 11 décembre 2000, après le week-end, Trevor est encore absent à la Bank of Ireland, où il est employé. Personne ne sait où est le jeune homme. Trevor Deely est officiellement porté disparu. La police de Dublin fait une enquête et vérifie toutes les images de vidéosurveillance enregistrées en ville. Et les policiers vont découvrir des images intéressantes. La nuit de sa disparition, Trevor est apparemment passé rapidement à son bureau, après être sorti de boîte de nuit. À 3h35 du matin, une caméra filme Trevor arriver devant la grille d'entrée de son travail. Sur les bandes, on voit qu'un autre homme est là. Trevor et lui se parlent brièvement. Trevor n'a pas l'air de connaître l'individu, et il n'y a aucun signe d'agressivité entre eux. Trevor ouvre la grille et se rend sur son lieu de travail. Il lit quelques emails à son bureau et boit une tasse de thé avec un collègue, sans lui parler de l'étranger dehors. À 4h02, on voit Trevor ressortir du bâtiment. L'inconnu avec qui il a échangé quelques mots une demi-heure plus tôt n'est plus dans le champ de la caméra. On voit Trevor refermer la grille derrière lui. Il referme ensuite sa veste et ouvre son parapluie. Puis il part vers la gauche. 12 minutes plus tard, à 4h14 du matin, Trevor est filmé par une autre caméra en train de marcher dans la rue. Ce qui est très dérangeant, c'est que environ 30 secondes plus tard, un homme non identifié, dont le visage est caché par une capuche, marche sur le même trottoir que Trevor. Certains considèrent qu'il s'agit du même homme que celui ayant parlé à Trevor, devant son travail, mais on n'est sûr de rien. Ce mystérieux individu a l'air de le suivre. Malheureusement, cet inconnu n'a jamais été identifié par les enquêteurs. Trevor a-t-il été agressé ce soir-là en rentrant chez lui ? C'est fort possible. Mais dans ce cas, où est son corps ? On n'a jamais retrouvé son cadavre. Les policiers ont fouillé les poubelles et les bennes ordures. Cependant, les recherches ont démarré tard, 3 jours après la disparition de Trevor. Elles ont pu être vidées entre-temps. Par ailleurs, des fouilles ont aussi été menées dans la région, sans résultat. Si Trevor n'a pas fait l'objet d'un crime, aurait-il eu un accident ? Il avait bu ce soir-là, mais son collègue avec qui il a bu un thé a confirmé qu'il n'était pas ivre-mort. Est-ce que Trevor ne serait pas tombé dans le canal ? Rien n'est moins sûr. Les différents cours d'eau de Dublin ont été sondés sans succès. Aujourd'hui encore, 20 ans après les faits, la disparition de Trevor Deely reste non élucidée. 4e affaire. Lars Mittank. Nous sommes le lundi 7 juin 2014 à Varna, une station balnéaire de Bulgarie. Pour Lars Mittank, un jeune vacancier allemand de 28 ans, c'est la fin de sa semaine de vacances et il doit rentrer chez lui. Les vacances de Lars, venues avec des amis, se sont bien passées jusqu'au dimanche 6 juillet au soir. Il se serait fait attaquer par un groupe de 4 individus. Les circonstances de l'agression ne sont pas très claires, mais depuis, Lars a une blessure à l'oreille. Il a le tympan perforé. Lars a donc été obligé de retarder son retour en Allemagne. Un médecin local lui a prescrit un antibiotique, du céfuroxime dosé à 500 mg. Le lundi 7 juin soir, Lars loge seul dans une chambre du Hôtel Color, un établissement bon marché de Varna. Cette nuit-là, Lars se comporte étrangement. À 23h50, il appelle sa mère en Allemagne avec son téléphone portable.
Visiblement terrifié par quelque chose, Lars lui demande de contacter sa banque afin qu'elle bloque ses comptes. À 3h du matin, le mardi 8 juillet 2014, Lars recompose le numéro de sa mère. À voix basse, il lui explique qu'il est en train de se cacher, car 4 mystérieux hommes sont après lui. De son point de vue, ce sont les 4 inconnus qu'il avait tabassés à Varna une semaine plus tôt. Selon le personnel du Hôtel Color, Lars quitte précipitamment sa chambre avec ses affaires au beau milieu de la nuit. Vers 6h du matin, Lars prend un taxi pour se rendre à l'aéroport de Varna. Sur place, il rappelle sa mère pour qu'elle lui réserve un vol afin de revenir en Allemagne. La mère de Lars lui conseille d'aller consulter un médecin dans l'aéroport avant d'embarquer. C'est ce que fait apparemment Lars Mittank. Une caméra de surveillance le filme à traverser le terminal des départs. Il se dirige vers le bureau du docteur. Mais quelques minutes plus tard, une autre caméra montre Lars en train de s'enfuir dans le hall de l'aérogare, comme pour échapper à des poursuivants. La caméra le filme en train de courir vers la sortie. À l'extérieur, d'autres caméras prennent le relais. L'Allemand émerge de l'aéroport, traverse le parking en trottinant et s'éloigne le long d'une route. C'est la dernière fois qu'on a vu Lars Mittank. Il a tout laissé à l'aéroport. Téléphone portable, passeport et bagages. Depuis des années, l'affaire Lars Mittank ne cesse d'intriguer les internautes du monde entier. Pourquoi est-il parti ? Est-il mort à l'heure actuelle ? Il faut se poser la question. Lars était-il vraiment menacé à Varna ? Ça n'est pas sûr, parce que sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport, Lars n'était suivi par personne. Les 4 hommes mystérieux n'étaient possiblement que dans sa tête. L'Allemand aurait-il en fait eu peur de la police ? D'un point de vue théorique, il pouvait être impliqué dans un trafic, mais c'est peu probable. À mon avis, Lars a certainement eu un épisode de paranoïa. De toute évidence, il n'était pas dans son état normal au moment des faits. Sa blessure à l'oreille était possiblement plus grave qu'on ne le pensait. Il souffrait certainement d'une contusion cérébrale. Des lésions au cerveau associées à un manque de sommeil et à une fragilité mentale ont clairement pu faire disjoncter Lars ce jour-là. Lars a pu souffrir d'hallucinations et imaginer ses poursuivants. Vu que Lars s'est enfui à pied dans une région rurale dont il ne parlait pas la langue, vu qu'il avait l'esprit troublé, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il est parti sans eau ni nourriture, il est très certainement décédé après avoir erré seul dans la campagne bulgare. Les animaux sauvages ont pu dévorer ses restes. Dans ce dossier, l'issue fatale semble probable. Paix à son âme. 5e affaire, Lashaya Stein. Nous sommes le vendredi 15 juillet 2016, à Aurora, dans la grande banlieue de Denver, dans le Colorado. Lashaya est une lycéenne de 16 ans. Bonne élève sans histoire, elle rêve de devenir infirmière et a obtenu un stage à l'hôpital de l'Université du Colorado. Le vendredi 15 juillet 2016, Lashaya quitte la maison sans la permission de sa mère. Apparemment, elle doit rencontrer une personne non identifiée. Vers 2h du matin, Lashaya est filmée par une caméra de vidéosurveillance. La dernière fois qu'elle est vue, elle est en train de marcher près d'un arrêt de bus à 2h23 du matin. Ensuite, c'est un mystère complet. Lashaya Stein s'est volatilisée et elle a tout laissé derrière elle. Portefeuille, argent, chargeur de téléphone et d'autres effets personnels. Elle est partie habillée faiblement vêtue, elle ne portait qu'un simple t-shirt. La disparition de Lashaya Stein est jugée très inquiétante. La jeune fille n'avait jamais posé de problème à sa famille. Elle n'avait jamais fugué auparavant. Et elle a disparu la veille d'un entretien d'embauche. La famille de Lashaya, sa maman, pense qu'elle a été enlevée par les membres d'un réseau. Des témoins auraient vu Lashaya dans un quartier d'Aurora, ou du moins une jeune fille lui ressemblant. Et cette jeune fille était possiblement droguée et forcée à vendre son corps. Lashaya Stein aurait été aperçue aussi dans d'autres États, au Kansas, au Missouri, au Nouveau-Mexique et aussi dans l'Arizona.
Seulement, tous les témoins ont pu faire erreur. Aidés par le FBI, la police fédérale américaine, la police d'Aurora enquête toujours sur cette affaire. Mais la disparition de Lashaya Stein reste irrésolue à ce jour. Voici venue la fin de cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur l'affaire Lars Mittank, je vous invite à regarder l'émission à laquelle j'ai participé sur Nuria TV. Je vous invite aussi à lire mon livre « Disparu en ville ». Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, pensez à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour être prévenu des futures émissions. D'ici là, ne disparaissez pas.